J'ai un problème avec la direct là. Pourquoi? Donc, si moi je clique sur partager l'écran, ça dit l'animateur a des activités de partage d'écran par les participants. OK. Mettimi come host che la faccio io. Vedo, sto provando adesso. Dipende dal browser che hai usato. En attendant, je souhaite bienvenue et je salue tous les participants qui sont connectés avec nous. Nous avons quelques problèmes techniques. Nous allons commencer dans quelques minutes. On a combien de participants pour l'instant? Dis-moi. Oui? Combien de participants pour l'instant? On est une trentaine. Une trentaine. Mais Voilà, je vois justement 30, ça fait 29 pour l'instant, je vois. Je crois qu'il faut commencer parce que là, Oui. vous comprenez. Et par la suite, s'il y a des réglages techniques, on les apporterait. Parce que aller dans le vif du sujet, quoi. Ok. Bonsoir à tous et bienvenue à le webinaire de Italie Africa Business Week du titre Développer la chaîne de froid en Afrique subsaharienne. Nous avons avec nous des experts du domaine comme Rihanna Traoré, Madissa Kandé, Djibril Dramé, Maouda, excusez-moi, Daouda Mbaye et Francesco Caminetti qui nous rejoindra et qui vont participer avec nous et nous aider à essayer de comprendre la situation africaine, d'Afrique subsaharienne et qui vont nous aider à comprendre mieux comment développer la chaîne de froid dans la région subsaharienne. Nous allons commencer par un mot du président de Italie Africa Business Week, Cléophas Adrien Dioma, qui va nous dire un mot sur ce que c'est que Italie Africa Business Week et sur l'importance de ce webinaire. Bonjour, Monsieur le Président, Cléophas Adrien Dioma, nous vous écoutons. Et je vais être rapide parce qu'aujourd'hui, on va parler du froid. Donc, c'est ceux qui sont experts du froid qui sont les stars aujourd'hui. Je vais remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette rencontre, qui est la première qu'on fait en français. Et on a décidé comme ça de faire des webinaires en français pour deux motifs. Le premier, parce qu'on a un public francophone, anglophone, donc on va organiser le webinaire en français et en anglais pour présenter un peu ce que l'Italie Africa Business Week fait comme activité dans la recherche de créer des liens, des relations entre le continent africain et l'Italie, surtout dans le domaine économique et commercial, dans le développement industriel, dans la coopération internationale. Le forum est né il y a maintenant 4 ans, est né d'une concertation vécue par nous comme diaspora. On s'est rendu compte que l'Italie est très mal connue en Afrique, surtout au niveau économique et commercial. Le tissu industriel italien n'est pas très connu en Afrique. On est toujours autour des clichés pizza, mafia, spaghetti et tout le reste. Et du côté aussi italien, il y a une mauvaise connaissance du continent africain. On a toujours l'impression que quand on parle d'Afrique, c'est toujours à travers la coopération internationale, surtout celle humanitaire, l'aide, et rarement à travers la possibilité de créer des partenariats au niveau économique et
commercial, au niveau du développement industriel. Donc, nous, on a décidé comme ça de lancer un forum qui fait premièrement de la communication, donc qui essaie de raconter l'Italie à l'Afrique et vice-versa, et qui, après, essaie d'accompagner les entrepreneurs italiens et africains dans leurs relations commerciales, économiques, industrielles. On a choisi ce premier thème, qui est un thème très important, on en a parlé quasi dans toutes les éditions du forum Italie Africa Business Week. On en a parlé avec Madi Sakandé, qui est un comment je vais dire ça, on a commencé cette activité ensemble avec un premier événement qu'on a organisé en 2017 avec la présence du président burkinabé qui était venu en visite officielle. On avait justement eu l'idée d'organiser un forum Burkina et après on s'est rendu compte que c'était mieux d'ouvrir à tout le continent africain. Et Madi, c'est un qui travaille dans le froid depuis très longtemps et qui nous a toujours dit que l'Afrique a besoin de développer son secteur froid parce que, justement, on a malheureusement des pays comme le nôtre qui sont des pays qui ont des problèmes de famine, de froid, de manque de nourriture quand il y a de la production qui est jetée parce qu'elle n'est pas conservée. Mais je ne vais pas parler beaucoup parce que, comme je disais, c'est eux qui vont être les personnes qui vont nous expliquer un peu mieux pourquoi on a choisi ce thème. Et j'espère que ça va être une bonne rencontre pour tous ceux qui ont accepté de participer. Je vois qu'il y a beaucoup d'experts africains, de curieux, d'étudiants, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, de politiques aussi africains qui ont accepté de participer à ce forum depuis l'Afrique. Donc, j'espère que ça va être une conversation utile à tous ceux qui sont intéressés justement à parler de froid, à développer le froid en Afrique. Merci et je te redonne la parole, Bertrand. Bien, merci du mot, Monsieur Kilofas Adrien Doma. Et nous allons commencer maintenant à rentrer dans le vif du sujet, comprendre ce que c'est la chaîne de froid et quelles sont ses applications. Je me rappelle d'une phrase que j'ai écoutée de Monsieur Madi Sakandé qui disait que pour développer notre Afrique, il fallait réussir à faire en sorte que nos populations ne meurent plus de faim. Quand on aura le ventre plein, on pourra développer notre Afrique très facilement. Et j'essaie de le rendre un peu comme ça, un peu brut, cette affirmation. Et j'aimerais comprendre donc quel est le contexte, quel est l'état du lieu de la chaîne de froid, qu'est-ce que c'est la chaîne de froid? Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, Monsieur Madi Sakandé? Merci. Merci bien, Bertrand. Bonjour tout le monde. Merci au président Dioma pour avoir organisé ce webinaire et donné l'opportunité justement de m'adresser à vous et de parler de l'importance du froid pour le continent africain. D'abord, il va falloir définir ce que c'est que la chaîne du froid. Parce que c'est un secteur assez particulier qui est connu seulement par les acteurs qui sont, moi, ça fait déjà une vingtaine d'années que je parle dans le domaine du froid. Donc, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que, justement, je souhaite partager cela avec vous aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, pour à tout moment que le besoin se fera sentir. Je suis disponible, en tout cas, à partager cette expérience, ce know-how que j'ai acquis, justement, pendant ces 20 ans d'activités ici en Italie. Alors, la chaîne de froid, je vais vous le rendre un peu plus simple en la définissant, comme c'est tout le processus qui consiste à tenir le produit frais, c'est-à-dire le produit, on peut parler des produits de l'agriculture, les produits de l'élevage et les produits de la pêche, les tenir frais du moment de la collecte ou de la récolte du champ jusqu'à la table ou, disons, dans le plat, vu qu'on parle dans le contexte africain, c'est pas forcément la table pour tout le monde, mais en tout cas jusqu'au plat de celui qui va le manger. Donc, voilà, c'est tout ce qui va maintenir, c'est-à-dire à travers le magasin de stockage, le camion ou le fourgonnier qui va transporter ça dans des conditions de température contrôlées, et dans le magasin où on va distribuer ça, c'est-à-dire les boutiques, si vous voulez, en Afrique, s'il y en a, et aussi des supermarchés, celui qui va payer, venir à la maison, mettre dans son frigo avant de cuisiner. Tout ce processus-là, appelé en termes simples, ça s'appelle la chaîne. Et c'est une chaîne qui fonctionne et il y a des normes européennes qu'on appelle
ACCPE, c'est-à-dire c'est une norme tout simplement qui consiste à contrôler la température du produit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de changement de température, de variations de température qui vont porter préjudice à la qualité du produit et qui deviendra du poison ou en tout cas un produit qui n'est pas bon pour le consommateur. Donc, un peu raconter de façon simple, voilà ce qu'on appelle la chaîne du froid. Maintenant, pourquoi en Afrique, cette chaîne du froid n'est pas bien développée? Et je repars d'abord avec quelques nombres statistiques justement pour retourner à ce que tu disais tantôt. En Afrique subsaharienne, on a 80% de la population moyennement qui est rurale. Cette population, justement, qui ne sont pas celles qui sont en ville, on a tendance à croire que tous les Africains sont dans les grandes villes, mais c'est seulement 20% de la population africaine. Donc, les 80 autres % qui sont dans les milieux ruraux, ils font trois choses. Ou c'est des agriculteurs, ou ce sont des éleveurs, ou des pêcheurs. Alors, ceux qui font l'agriculture saisonnière, pour l'Afrique subsaharienne, vous savez seulement que la pluie, il y a 4 ou maximum 5 mois de pluie, de saison de pluie. Le reste, c'est la saison sèche. La saison sèche, ceux qui font de la culture, c'est du produit maraîcher. Et tous les produits maraîchers, je ne vais pas commencer à vous les citer parce que chaque pays a ses produits. À Côte d'Ivoire, vous allez parler des bananes. Au Burkina, vous allez parler de pommes de terre. Ou juste, dans d'autres pays, vous allez parler de l'oignon. Il y a beaucoup de pays. Hein. Je ne vais pas me mettre à les citer parce que si je commence à les citer, on n'en finira pas. Avec la variété, parce que l'Afrique aussi, c'est la biodiversité. Et tous ces produits dont les agriculteurs récoltent, aucun de ces produits-là ne peut résister à la température ambiante qu'il y a en Afrique, parce qu'on a des températures qui vont en moyenne autour de entre 35 et 40 degrés. OK? Et alors, si l'activité de ces 80% de la population dépend justement du développement de la chaîne de froid, qui n'existe pas, vous voyez déjà qu'il y a une grande difficulté à développer même le continent africain. Parce que si le travail des 80% de la population n'est pas valorisé, ben, ce n'est pas seulement le travail des 20%, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout le monde qui est en ville, qui travaille, qui va permettre d'avoir des valeurs de développement conséquentes. Une des raisons d'ailleurs que les gens se déplacent des villages pour venir vers la ville, parce que justement, ils n'ont pas les opportunités au village. Parce qu'il manque une aide conséquente, c'est-à-dire qu'il manque l'outil ou le support important qui est le secteur du froid pour pouvoir permettre le développement du secteur du froid. Donc, mais pourquoi cela? Cela est dû justement à la méconnaissance, si vous voulez, du secteur du froid et donc les décisions qui suivent cela. Vous pensez qu'en Afrique, tous les appareils, ce n'est pas seulement en Afrique, tous les appareils du froid fonctionnent avec l'énergie électrique. L'énergie électrique, vous savez qu'en Afrique, n'est pas pour tout le monde. Donc, celui qui a l'énergie électrique à son domicile, c'est quelqu'un déjà qu'au niveau de la société, on le regarde déjà avec quelqu'un qui vraiment, lui, il a au moins le courant. Parce que son voisin dort dans l'obscurité. Après, il va se permettre de payer une télévision. Après, il va payer un frigo. Et après, il va dire, il fait chaud, il paye un climatiseur. Donc, vous voyez dans l'échelle même d'avoir ces appareils domestiques, là, électrodomestiques, déjà, ça démontre une certaine disponibilité financière. Donc, le courant n'est pas pour tout le monde. Maintenant, toi, tu te permets d'avoir le frigo, tu te permets d'avoir un climatiseur. Ça veut dire que tu es quand même une personne qui a une certaine capacité financière. Donc, du coup, le frigo et les climatiseurs constituent des produits pour quelqu'un qui est riche. Et voilà une vision qui a permis de prendre des décisions qui sont erronées pour le reste. Parce que le frigo et les climatiseurs font partie d'un des segments de la chaîne du froid. Parce que la chaîne du froid, il y a 3 niveaux. Synthétisés aussi, j'essaie de le rendre ça plus simple.
Vous avez le froid domestique, justement, qui sont constitués des congélateurs, du frigo, du climatiseur. Vous avez le froid commercial, qui est tout ce que vous utilisez pour pouvoir stocker dans les marchés ou dans les supermarchés pour pouvoir permettre aux gens de vendre les petites chambres froides et autres, pour pouvoir permettre bien sûr de venir prendre le produit dans les qualités encore bonnes pour aller consommer à la maison. Et vous avez le froid industriel, qui est tout ce qui se fait derrière tout cela, de grande quantité pour pouvoir permettre justement après la distribution dans les surfaces. Mais la vision et la connaissance du froid se limitant tout simplement à la vision de la maison, alors les décisions qui ont été prises et qui ont jusqu'à aujourd'hui se prennent en considérant que le froid c'est un luxe. Le froid n'est pas un luxe, c'est une vision erronée. Parce qu'en considérant le froid comme un luxe, on pénalise tout ce qui est derrière, c'est-à-dire le secteur de la distribution qui ne va pas se développer. Et si le secteur de la distribution ne se développe pas, le secteur industriel, il n'y en aura pas. Parce que c'est la demande qui fait que le producteur va augmenter la production. Et il augmentera la production quand il est sûr de vendre. Parce que déjà, je vous retourne maintenant à vous parler des chiffres. Je ne vous ai pas dit que la production agricole des denrées périssables en Afrique, donc poisson, viande, lait, fruits et légumes, tubercules, tous ces produits-là périssent entre le lieu de production jusqu'à la table, 70% sont voués à la perte. Vous êtes tous conscients, vous êtes tous africains. Il n'y a pas un marché africain que vous allez le matin que vous ne vous fermez pas le nez. Parce que le soir, on a jeté dans les poubelles tout ce qui est arrivé au soir qui n'ont pas un lieu pour pouvoir stocker. Mieux ou pire, les vendeurs de poissons et de viande dans les marchés, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils assaisonnent avec des épices, ils font griller et les gens mangent ça et il y a des problèmes de santé publique. Les gens ont des problèmes de santé publique en mangeant ces produits-là. Donc, c'est pour vous dire que le secteur du froid, il n'est pas un luxe. Quand bien même que la perception du décideur ou du commun des mortels pense que le froid soit un luxe, il va falloir revoir cela parce que en Afrique, je veux vous dire, ça c'est une activité que j'ai menée il y a 3 ans de cela pour le mieux. On démontre, j'ai pu avoir des données qui démontrent que dans les pays francophones d'Afrique, je dis bien les pays francophones, les taxations pour l'importation du matériel de froid en Afrique francophone sont entre 40% et 65%, selon les pays. Donc, vous comprenez déjà des décisions qui ne sont pas correctes, puisqu'on décide de taxer ces produits-là parce que c'est du luxe. Et alors, l'industrie du froid ne se développe pas. Je vais parler de la formation. Il n'y a pas de formation en Afrique dans le domaine du froid. Beaucoup de ceux qui sont devenus, je dis il n'y en a pas parce qu'il y en a pas, il devait y avoir mais plus. Vous allez dans des pays, il y a 2 ou 3 centres de formation pour tout le pays. Et certains centres n'arrivent même pas à commencer à fonctionner. Quand tu vas pour l'inscription, on te dit tu t'inscris et on verra, Inch'Allah, si on a le nombre pour commencer. Et il faut commencer seulement avec 15 personnes. Tout simplement parce que celui qui mène le métier de froid en Afrique, la majeure partie sont, entre guillemets, excusez-moi, ils font du travail, c'est des charlatans, parce que beaucoup n'ont pas appris. Il n'y a pas eu une formation à l'école, si vous voulez. On apprend ça dans le tas. Il y a des gens qui sont analphabètes, ils font les frigoristes. Pour faire le frigoriste, il faut se connaître la thermodynamique. Alors, vous comprenez comment c'est difficile de faire un métier où il faut avoir un background scientifique. Donc, c'est tout un ensemble de problématiques qui est lié à cela. Et je ne vais pas monopoliser la parole, j'aurais beaucoup à dire. Et je vais peut-être m'arrêter là et puis après développer encore par la suite avec d'autres chiffres et aussi proposer, parce que là, il ne s'agit pas de décrier, de dire ce qui ne va pas. Moi, mon intention, c'est dire, pour éveiller les consciences, dire là où ça ne va pas
et aussi proposer des solutions. Parce que quand il y a un problème, on ne cherche pas forcément d'expliquer tous les jours les problèmes, mais il faut suggérer, il faut donner des solutions. Et humblement, en tant qu'enfant d'Afrique, avec l'expérience que j'ai pu acquérir dans ces 20 ans de vie en Italie dans le domaine du froid, je pense que je dois pouvoir mettre ça à disposition de mon continent pour que nous puissions prendre acte de cela et prendre les décisions qui s'imposent. Je ne suis pas un décideur. Je suis seulement, dans ce contexte-là, celui qui est appelé à dire voilà où on en sommes, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cela. Cela dépendra bien sûr de la volonté de tout un chacun dans le continent et bien sûr du secteur privé, parce que tout ce qui doit être fait dans ce domaine-là, dans les solutions que je vais proposer, aussi, ce n'est pas seulement les décideurs en tant que politiciens ou États, mais aussi c'est l'activité commerciale, l'activité d'entrepreneuriat qui va accompagner cette activité-là et qui va accompagner ce processus-là, qui va donner un sens au développement de l'Afrique. Parce que je retourne là où je suis parti, c'est quand on a le ventre plein qu'on a des envies bizarres. Parce que, et c'est ça d'ailleurs le développement, c'est les envies bizarres là, le développement. Parce que quand on a le ventre vide, tout ce qu'on te met devant toi, si tu veux que ça devienne du manger pour toi. Le développement, ce n'est pas des grosses voitures, ce n'est pas des immeubles, mais c'est d'abord le ventre. Je m'arrête là. Merci encore Bertrand pour m'avoir donné le temps de brosser un peu. Et puis, je reviendrai bien sûr s'il y a des questions plus précises. Merci Madi. 12 minutes de temps que nous avons passé à t'écouter. Très intéressant. Il y a déjà des questions qui ont été posées et qui sont très intéressantes. Et j'invite d'ailleurs tout le monde qui a des questions à se prénoter. Et ce sera possible d'avoir des réponses dans la deuxième partie du webinaire. Maintenant, nous allons passer après avoir un peu compris comment fonctionne, ce que c'est que la chaîne de froid et comment se trouve l'état des lieux dans notre Afrique subsaharienne. Maintenant, nous allons passer à Djibril Dramé qui va nous expliquer comme expert des Nations Unies quels sont les résultats qui ont déjà été apportés dans ce domaine. Et ils vont nous parler un peu de ce qui se passe, de ce que font les États réellement pour pouvoir permettre à la chaîne de froid de se développer dans nos régions. Et donc, je passe la parole à Djibril Dramé et surtout, n'hésitez pas à vous prénoter pour les questions, quoi. Donc, merci. Djibril, à toi. Merci. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Et moi, je vais faire une présentation structurée autour, disons, d'un document PowerPoint. Je ne sais pas si, en fait, l'organisateur peut me donner la main pour partager mon écran éventuellement. Si c'est possible, mais sinon, je continue. Nous allons essayer de le faire. Donc, éventuellement, pour partager... Mais poi lasciare la possibilità di fare il... Vuole condividere il suo schermo, quindi bisogna dare la possibilità di condividere. Si, donc pour Djibril Dramé, donner la possibilité de partager son écran. Bonsoir tout le monde. Je crois que si vous mettez votre souris en bas de l'écran, vous allez voir une partie où il faut partager l'écran, partager le document. Non, mais disons qu'on l'a bloqué pour permettre, pour éviter que n'importe qui puisse partager n'importe quoi. D'accord. Bon, donc je pense que je peux commencer entre-temps avant que... Può provare? Il faut essayer pour voir si c'est prêt. Ok, donc je vais voir maintenant. Partager l'écran. Ça ne prend pas. Donc, ça marche pas?
Nous, on ne voit pas. On n'arrive pas encore à avoir d'écran, ton écran. Donc, Et puis, tu ne vas pas faire ça en speech, ça ne sera pas plus facile. En tout cas, j'ai cliqué sur l'option, mais bon, ça, apparemment, ça ne marche pas. Hein. Bon, et puis beaucoup sont connectés depuis l'Afrique, donc ce n'est pas forcément que la connexion est bonne. Ok, donc c'est bon. Alors, donc je vais aller, en fait, moi, je vais essayer de présenter brièvement, en fait, je demanderai quand même probablement au moins un quart d'heure, si vous permettez, monsieur le modérateur. Alors, oui. je vais faire une présentation qui sera structurée généralement autour du contexte général. Là. En fait, je vais aborder un peu le sujet sous l'angle de la réduction des pertes après récolte. Et donc, de là aussi, en fait, aborder beaucoup d'aspects qui sont autour de ça. Et donc, je ferai une présentation qui va donner le contexte général et qui va parler un peu de l'état de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne. Et bien sûr, on parlera des contraintes, mais aussi des opportunités de développement donc, de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne. On parlera des implications politiques et bien sûr, nous ferons des recommandations avant de conclure. Et je voudrais aussi terminer par poser une question sur la nécessité ou le besoin, en tout cas, de mettre en place une structure coordonnée pour supporter le développement de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne. Alors, ma présentation est faite sur la base d'une note d'orientation que la FAO a publiée sur le sujet « Développer la chaîne du froid en Afrique subsaharienne dans le secteur agroalimentaire ». Donc, si vous allez sur Internet, vous utilisez votre navigateur, vous tapez les mots FAO, développer la chaîne du froid en Afrique subsaharienne, vous allez avoir en fait ces documents, peut-être que vous l'avez déjà. Et donc, ma présentation est un petit peu structurée autour de ça. Et donc, comme Madi l'a dit, en fait, j'avais prévu de définir un peu la chaîne du froid et quelques principes généraux de son utilisation. Mais je crois que Madi l'a assez bien abordé. Et c'est juste pour donner des compléments. Et comme il a assez bien dit, la chaîne du froid, c'est vraiment l'ensemble des moyens mis en œuvre pour atteindre et maintenir la température de conservation des produits, de la production à la consommation, de façon à préserver leur qualité. Et donc, parmi les maillons essentiels, les maillons clés de la chaîne du froid, nous avons bien sûr la production, nous avons le transport, nous avons l'entreposage et nous avons la distribution. Dans la distribution, nous avons bien sûr la livraison en magasin, nous avons le stockage temporaire et l'exposition-vente au niveau des supermarchés, des boutiques de quartier, etc. Et bien sûr, dans les maillons de la chaîne du froid, on a tout ce qu'il y a comme interface entre ces différents maillons que j'ai mentionnés. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, la conservation, c'est le consommateur qui fait partie aussi de la chaîne du froid. Et Madi a bien parlé du frigo, en fait, qui n'est en fait pas un luxe, hein, en réalité. Et dont beaucoup de gens manquent en fait au niveau du continent, alors que c'est vraiment une nécessité si on veut quand même préserver une certaine sécurité sanitaire des aliments périssables que nous consommons. Et donc, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que généralement, il y a certaines confusions souvent dans la tête du public général à lever en ce qui concerne un peu les maillons de la chaîne du froid. On a tendance à penser que la chaîne du froid, c'est surtout entreposage, que ce soit entreposage au niveau des zones de production, au niveau des zones de distribution. C'est vraiment pas ça. C'est donc toute une chaîne qui va de la production à la consommation. Et donc, normalement, cette chaîne doit être intégrée et les interfaces bien gérées pour qu'on puisse parler d'une véritable chaîne du froid. Et donc, c'est pas la chaîne du froid, c'est pas seulement l'entreposage, c'est pas seulement le stockage, c'est vraiment une chaîne qui inclut toute une logistique en fait autour. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que dans les principes fondamentaux de l'utilisation du froid dans la conservation des denrées périssables, et ça se résume en fait à ce qu'on appelle le trépied frigorifique. En fait, il faut avoir des produits sains, il faut pouvoir appliquer très rapidement le froid à ces produits sains et pouvoir assurer la continuité de la chaîne du froid. Et donc, quand on n'a pas ces trépieds frigorifiques, produits sains, froid précoce et froid continu, on ne peut pas réellement parler de chaîne du froid. Autrement dit, en fait, le froid est un moyen qui est là pour conserver les denrées périssables, mais il n'améliore pas la qualité que le produit n'a pas. Le froid n'ajoute pas de la qualité, il peut maintenir la qualité. Ça veut dire que la qualité du produit que nous mettons donc sous entreposage réfrigéré est essentielle en réalité. Il faut avoir des produits de qualité et les mettre en fait maintenant sous température contrôlée. Et donc, c'était juste quelques mots sur la définition en complément de ce que Madi avait dit.
Et donc, en termes de contexte, comme j'ai dit, je vais commencer par aborder surtout le sujet sous l'angle des pertes alimentaires. Plus spécifiquement dans le contexte de l'Afrique, on parle de pertes après récolte. Sinon, dans les pertes alimentaires, on distingue, nous, généralement, les pertes après récolte du gaspillage alimentaire. Les pertes après récolte concernent surtout nos pays en développement par rapport au gaspillage alimentaire qui concerne beaucoup les pays développés. Et donc, on a d'énormes pertes alimentaires qui se produisent le long des chaînes d'approvisionnement alimentaire en Afrique subsaharienne, mais ailleurs dans le monde. Donc, à l'échelle mondiale, la FAO a estimé maintenant à environ 14% les niveaux des pertes après récolte. Donc ces 14% là, en fait, n'incluent pas un peu les étapes de distribution. Et donc, on va juste de la production à l'approvisionnement au marché, mais il n'y a pas de distribution dessus. Ça, c'est la dernière publication que la FAO a faite en 2019 dans sa publication phare qu'on appelle le SOFA, State of Food and Agriculture. Et donc, dans ça, on a estimé que ces pertes après récolte sont de l'ordre de 14% de façon générale. Vous vous souvenez qu'on avait estimé en 2011 dans une publication FAO que les pertes, de façon générale, les pertes et le gaspillage alimentaire à l'échelle mondiale se situaient autour de 1/3 en fait, de la production mondiale totale. C'est-à-dire sur environ les 4 milliards de tonnes que l'humanité produit, on avait à peu près 1/3 qui était produit et qui était perdu, qui n'arrivait pas à la consommation humaine. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment des pertes particulièrement importantes de ce que nous produisons. Et là, c'est vraiment un gaspillage inutile, en fait, de beaucoup de ressources, tout ce qu'on met comme ressources telles que la terre, telles que les intrants, telles que l'énergie, les machines, la force humaine, et tout ce qu'on met dans le transport, la distribution, etc. Si on perd des aliments pour aller les perdre, c'est comme si on a perdu toutes ces ressources et qu'on a pollué inutilement l'environnement. En réalité, on estime que les systèmes alimentaires constituent un principal contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre. On estime que c'est entre 19 et 29% en fait des contributions aux émissions des gaz à effet de serre qui viennent des systèmes alimentaires. Donc, ça veut dire que plus on perd, plus on gaspille, plus on contribue à polluer inutilement l'environnement en fait. Et donc, au niveau de l'Afrique subsaharienne, on estime que les pertes en fait, en produits périssables, ça peut être estimé jusqu'à souvent 40-50% dans certaines filières de denrées très hautement périssables, hein, ça arrive. Et quand on prend le cas des céréales, par exemple, on a estimé que si on estime le niveau de pertes par tête d'habitant, on était entre 6 et 11 kilos par personne et par an. Et ça équivalait à peu près à 4 milliards de dollars US en Afrique subsaharienne, rien que les céréales, en fait. Ça vous donne une idée de ce qu'on perd en termes de quantité, mais aussi en termes de pertes économiques, si vraiment on produit, on continue à perdre encore. Et donc, ça veut dire que la réduction des pertes alimentaires, ce serait une option politique efficace vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle, non seulement à l'échelle de l'Afrique subsaharienne, mais à l'échelle mondiale. Et donc, cette réduction des pertes alimentaires devrait être un élément crucial des stratégies pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population mondiale qui est en train de croître. En fait, on estime qu'on serait dans environ 9 milliards en fait, d'habitants aux environs 2050. Et donc, ce serait beaucoup de bouches à nourrir. Et pour pouvoir nourrir ces bouches-là, il faut accroître la disponibilité. Pour accroître la disponibilité, il faut réduire, entre autres, les pertes inutiles qui sont évitables. Et fort heureusement, il y a de plus en plus, je dirais, une forte volonté quand même des gouvernements de par le monde à réduire les pertes alimentaires de façon générale. Et en Afrique subsaharienne, de façon spécifique, il y a les chefs d'État et de gouvernement qui se sont engagés à travers la déclaration des Malabo de réduire de 50% d'ici 2025 le niveau des pertes après récolte. C'est un engagement pris qui est quand même fort, mais qui reste toujours à concrétiser, parce que là, on est à 5 ans en fait, de 2025, mais je pense que les niveaux de pertes en fait, partout sur le continent sont encore énormément élevés, surtout pour les denrées périssables. Donc, ça veut dire que cette volonté mérite encore d'être concrètement traduite en action sur le terrain. Et encore plus récemment, en fait, à travers une rencontre organisée par l'Union africaine et la FAO, en fait, une vidéoconférence avec tous les ministres de l'agriculture, en fait, sur le continent. Et les ministres se sont encore engagés à mettre en place des mesures visant à réduire les pertes après récolte de denrées alimentaires afin d'accroître les disponibilités alimentaires sur le marché d'une part
se sont aussi engagés à garantir des réserves alimentaires stratégiques et des installations de stockage adéquates. Ça veut dire qu'ils se sont engagés à améliorer, à développer des infrastructures de stockage, entre autres. Ça va être donc pas seulement des infrastructures de stockage pour les denrées non périssables, mais surtout pour les denrées périssables, ça veut dire des infrastructures de stockage et de transport réfrigéré, de distribution réfrigérée. Autrement dit, une chaîne du froid. Donc, il est donc nécessaire de façon générale de s'attaquer à l'une des principales causes des pertes de produits périssables, non seulement en fait sur les continents, mais à l'échelle globale, mais particulièrement au niveau du continent. Une des raisons principales, c'est le manque d'infrastructures suffisantes et efficaces de chaînes du froid. Cela contribue énormément au fait qu'on assiste à des niveaux de pertes extrêmement élevés en denrées périssables sur le continent. Donc, promouvoir des chaînes de froid durables et réduire les pertes alimentaires est donc essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable au niveau du continent. Au niveau du continent, où on observe bien sûr une croissance démographique très élevée. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de bouches à nourrir. Nous avons un taux de croissance démographique annuel entre 2 à 2,3% contre une moyenne de 1,2% à l'échelle mondiale. Et donc, notre population en Afrique est estimée entre 1,5 et 2 milliards d'habitants, en fait, en 2050, d'ici 2050. Donc, ce qui fait encore, comme je l'ai dit, beaucoup de bouches à nourrir. Donc, il faut prendre des dispositions à tous les niveaux pour pouvoir satisfaire la demande alimentaire de cette population. Et donc, il est impératif en quelque sorte de développer la chaîne du froid pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau du continent. Et donc, nous, au niveau de la FAO, on a toujours quand même été relativement conscients de cette nécessité de développer la chaîne du froid. C'est pour cela qu'on avait organisé donc des consultations au niveau régional, au Cameroun notamment. On avait organisé donc un atelier d'experts pour réfléchir sur le sujet, sortir des recommandations. Et suite à cela, nous avons publié justement la note d'orientation sur le développement de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne, et dont je parlais en introduction. Alors, quand on avait fait un peu ce point, on a vu que par rapport à l'état de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne, nous avons vu qu'en réalité, pour l'instant, on n'a pratiquement pas de chaîne du froid fiable en termes de capacité suffisante. Et même si ça existe, c'est presque à un stade naissant. Et la capacité de stockage aussi, quand on se réfère à la capacité de stockage par habitant, est vraiment faible en fait dans la plupart des pays. Et quand j'ai un tableau devant moi où on avait essayé de voir un peu la capacité de stockage en fait en litres par habitant en zone urbaine, on était par exemple entre 2 et 5 en Afrique subsaharienne, contre par exemple 262 en fait en Allemagne et 344 aux États-Unis. Et ça, c'était en 2012. Ça veut dire qu'en réalité, en fait, on a très peu de capacité de stockage réfrigéré sur le continent. Et aussi sur le continent, et ce qu'on a remarqué aussi, même s'il y a un peu d'avancée en matière de chaîne de froid, en matière de froid, c'est surtout par rapport au circuit d'exportation vers donc, notamment les marchés des pays développés. Parce que peut-être qu'il y a beaucoup plus d'exigences réglementaires auxquelles les gens essaient de se conformer. Donc, en termes de contraintes au développement de la chaîne du froid sur le continent, nous avons, entre autres, la prédominance des petites exploitations qui utilisent des systèmes de commercialisation traditionnels qui est vraiment difficile à organiser. Ça, c'est une contrainte. On a, disons, un manque, sinon une insuffisance d'infrastructures appropriées, telles que donc, les infrastructures de production d'énergie. Nous avons bien sûr des problèmes d'infrastructures routières et bien sûr d'infrastructures de marché aussi. On a, comme je viens de dire, on a vraiment des problèmes d'accès limité à l'électricité en termes de coûts et de disponibilité. Or, en fait, le froid, de façon générale, est quand même énergétivore dans sa structure actuelle. En fait, les installations de froid demandent beaucoup d'énergie, en fait. Elles sont relativement polluantes aussi, quoi. Donc, on a vraiment besoin d'avoir accès à l'énergie à un coût vraiment compétitif pour pouvoir développer la chaîne du froid. Bon, on a aussi, entre autres contraintes, nous avons le faible niveau de compétences techniques et de transfert de technologies. Donc, Madid avait vraiment bien noté aussi tout à l'heure. Et donc, parmi les contraintes, on peut compter aussi, mentionner aussi le fait que
disons, les équipementiers du froid ont tendance à percevoir le marché du froid en Afrique subsaharienne comme économiquement insuffisant en tout cas. Et ils ne sont pas encore très attirés vers ce marché, alors que potentiellement c'est un énorme marché à cerner. Donc, on n'a pas aussi des politiques nationales claires de développement de la chaîne du froid. Donc, ça aussi, c'est une contrainte. Il faut qu'il y ait des politiques, des orientations claires, en fait, qui poussent tout le monde, et les secteurs publics et les secteurs privés, à se porter à aller de l'avant dans le développement de la chaîne du froid. Donc, l'absence de politiques nationales claires en la matière est aussi une contrainte. On a aussi des questions de mauvaise organisation, on a aussi des questions de mauvaise mise en œuvre et de surveillance de la conformité aux normes. Donc, pour que la chaîne du froid puisse se développer, il faut des normes, des réglementations claires et il faut les appliquer pour que chacun s'y conforme et qu'en réalité, on puisse avoir une véritable chaîne du froid efficace, efficiente, qui répond en fait aux besoins des acteurs. Mais cela dit, il y a quand même beaucoup d'opportunités en fait pour développer la chaîne du froid en Afrique. Et je disais que, entre autres, il y a une forte demande potentielle en froid, parce qu'on a une population importante, parce qu'on a beaucoup besoin en fait de consommer des denrées périssables. Et donc, il y a des opportunités à saisir, puisque la demande potentielle en infrastructure de chaîne du froid en Afrique subsaharienne est vraiment élevée. On sait aussi que la croissance économique et démographique en Afrique sont élevées. On sait par exemple que le PIB en moyenne croît de 5% en moyenne en Afrique subsaharienne, en tout cas avant le Covid, d'après la Banque mondiale. Et en Afrique subsaharienne, on a aussi une classe moyenne qui est en train d'émerger, qui est de plus en plus demandeur en produits de qualité, en produits qui ont besoin d'être réfrigérés, entre autres. Et il y a aussi l'urbanisation. Oui. Oui, c'est très intéressant. Tu nous as fait vraiment toucher tout ce qui est l'état des lieux, les problèmes qu'on rencontre pour développer la chaîne de froid réellement dans notre Afrique subsaharienne. Et on a, si tu veux conclure, je ne sais pas si tu as tu veux conclure ton Okay, donc, oui, ok, j'avais beaucoup à dire, donc je vais aller plus rapidement. En fait, d'une façon globale, par rapport aux implications politiques, on a vraiment besoin d'un véritable engagement à soutenir le développement de la chaîne du froid, tant de la part des gouvernements que de la part du secteur privé. Ça veut dire qu'il nous faut des partenaires publics-privés, mais des partenaires privés-privés pour soutenir le développement de la chaîne du froid en Afrique. Et donc, il y a beaucoup d'aspects à cerner par rapport à ça. Il y a entre autres une meilleure intégration du développement de la chaîne du froid dans les stratégies de développement agricole et de sécurité alimentaire qui existent. Il y a besoin d'élaborer et de coordonner des stratégies multisectorielles et multi-acteurs guidées par un schéma directeur. Il faut vraiment un schéma directeur de développement du froid à l'échelle nationale. Et il faudrait adapter aussi les stratégies d'intervention aux spécificités des produits. On n'a pas les mêmes produits et chaque produit est spécifique. Donc, on n'a pas aussi les mêmes conditions géographiques et on n'a pas aussi les mêmes conditions socio-économiques. Donc, il faut pouvoir adapter les stratégies de développement de la chaîne du froid à ces spécificités-là. Et bien sûr, pouvoir faire aussi des études sérieuses avant de s'engager dans tout projet d'investissement en réfrigération de grande ampleur, quoi. Et en termes de recommandations, je peux dire qu'en termes d'intervention potentielle vers le développement de la chaîne du froid, on a quelques aspects clés qu'il faudra considérer. Donc, il faudra considérer entre autres le cadre juridique et réglementaire. Il faudra considérer le renforcement des capacités humaines et techniques. Il faudra soutenir la création ou le développement d'organisations professionnelles dans les secteurs agroalimentaires concernés. Il faut bien sûr favoriser, comme je l'ai dit, les partenariats publics-privés, mais les partenariats privés aussi. Et je pense aussi sur le continent, on a différentes sous-régions, on a des organisations économiques sous-régionales. Donc, si on adopte une vision régionale ou sous-régionale de développement de la chaîne du froid de façon intégrée, surtout dans le contexte de la nouvelle zone de libre-échange africaine, ce serait une bonne chose. Il faut aussi soutenir la recherche et le développement dans le secteur de la réfrigération, en plus de ce que je viens de mentionner. Bon, donc, je dis de façon générale, il faut pouvoir accorder une attention particulière dans les stratégies de développement de la chaîne du froid à la gouvernance, aux infrastructures de base, au transfert de technologies à la recherche et développement, à la formation et à la professionnalisation du secteur agroalimentaire, au renforcement des relations professionnelles et interprofessionnelles.
Voilà, bon, il y a d'autres aspects que je voulais ajouter, mais je voudrais terminer par poser une question donc, à l'audience. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait une structure, on peut appeler une coalition, en tout cas une structure coordonnée qui serait là pour appuyer le développement de la chaîne du froid en Afrique subsaharienne, qui s'attaquerait à beaucoup d'aspects tels que la sensibilisation au problème du développement de la chaîne du froid. Et aussi, quand on ne développe pas la chaîne du froid, ça a aussi des conséquences. Hein, et donc, qui s'attaquerait à des problèmes de sensibilisation, qui soutiendrait aussi l'élaboration des politiques, des stratégies et des programmes nationaux donc, propices au développement de la chaîne du froid, qui s'attaquerait aux questions de renforcement des cadres réglementaires au niveau national et sous-régional, et qui s'attaquerait aussi à soutenir le développement des capacités institutionnelles des organisations et des individus à travers les transports et les technologies, entre autres, et qui s'attaquerait aussi à l'appui au programme, en fait, qui s'attaquerait à l'appui au programme et projets d'investissement mis en œuvre par le secteur public et privé. Et donc, en fait, est-ce que vous pensez qu'il serait bon de mettre en place, en tout cas, une structure coordonnée, organisée, qui appuierait vraiment, qui accélérerait le développement de la chaîne du froid sur le continent? Voilà, merci de votre attention. Très, très, très bonne question et très difficile à répondre d'ailleurs. Je ne sais pas, à ma modeste connaissance, il y a, je sais pas, déjà des institutions qui s'occupent de ça, surtout dans la partie anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je laisse les autres répondre, mais nous allons entrer dans la partie qui est vraiment liée aux solutions trouvées par les agripreneurs ou les entrepreneurs qui travaillent vraiment dans le secteur agroalimentaire. Et Rihanna Traoré, qui est une entrepreneuse qui travaille dans le domaine et qui exporte des produits africains vers l'extérieur, va nous parler des solutions qu'elle a trouvées, des difficultés qu'elle a trouvées, des solutions pour pouvoir travailler et développer une chaîne de froid pour ses produits et pour développer son business, quoi. Bonjour Rihanna, je sais qu'il est tôt chez toi et nous allons t'écouter et merci. Non, merci beaucoup. Ben, moi, je suis Rihanna Traoré, je suis la promotrice de Dimani Organics, qui est une entreprise agroalimentaire. Et nous nous spécialisons, comme vous l'avez dit, dans l'exportation de produits africains. Et parmi ces produits-là, nous avons un produit qui nous fait avoir recours à la chaîne de froid, qui est la mangue séchée. Donc, en fait, on est sur toute la ligne de la cueillette jusqu'à être sur les étalages. Donc, la chaîne de froid est très, très importante pour nous. Malheureusement, on a tellement de pertes pour ce produit-là parce que quand le produit est récolté, de la récolte à l'usine, on a des pertes parce que malheureusement, on n'a pas de camion réfrigéré pour aller chercher les mangues. Et quand les mangues, il y a certaines qui ne sont pas, certaines qui sont trop mûres, il faut les trier. Et on a des pertes. Il faut qu'on les mette en salle de mûrissement, comme on dit. Et après ça, on commence la transformation. Une fois transformé, séché, le produit fini doit être dans des conditions réfrigérées, en fait. Il faut de la climatisation pour ne pas altérer la qualité du produit. Sinon, le produit, soit il noircit, parce qu'il faut que la couleur reste intacte. Et malheureusement, avec la chaleur dans notre pays, ça touche à la qualité de notre produit. Donc, ça oxyde la mangue quand il fait trop chaud. Et ça change la couleur de la mangue. Or, on veut que les mangues séchées soient bien jaunes et tout. Donc, après ce problème encore, on a le problème de l'exportation. Quand le produit est exporté, et pour qu'on achemine vers le port, il faut encore que nos produits rentrent dans un conteneur réfrigéré. Et malheureusement, nous sommes dans un pays
enclavé. Le Burkina est un pays enclavé. Et souvent, on a la difficulté même d'avoir des bons conteneurs réfrigérés qui marchent. Souvent, on va commander parce qu'on prend avec la compagnie forwarding vers le port. Souvent, le conteneur ne marche pas bien. Donc, au lieu d'avoir un conteneur qui nous permet de préserver nos produits, on met en fait nos produits dans un thermos, basically. Donc, ça touche énormément la qualité de nos produits. Et une fois encore arrivé au port, tout le trajet, et malheureusement encore, ça nous fait 40